Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté grâce à leur business. Dans cette vidéo, Patricia et moi allons te parler d'acquisition client. Pour cela, nous aborderons 3 points essentiels, le démarchage direct, la prospection et la communication. Et pour cela, nous t'expliquerons les erreurs à ne surtout pas commettre quand il s'agit de l'acquisition client. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va arriver sur l'acquisition de clients. Donc, votre acquisition de clients, elle rentre, c'est souvent un point douloureux parce que la stratégie est mal établie. Et l'acquisition de clients, elle dépend directement de ce bloc-là, qui est le projet et toute l'analyse. On va aller même jusqu'à l'analyse du projet. Elle dépend de l'idée du projet et de l'analyse que vous faites du projet. Parce que c'est de votre stratégie. Voilà. C'est de votre analyse projet, c'est de votre analyse marketing, c'est de votre stratégie d'entreprise dont va découler le mode d'acquisition de vos clients. Parce que si vous me dites que vous vous mettez sur une stratégie d'entreprise en automatique, il est clair que vous n'allez pas vous mettre à passer des coups de téléphone. Parce que si vous avez une stratégie produit automatique, ça veut dire un produit qui est accessible facilement. Donc, ça n'aura aucun sens d'aller faire du démarchage par téléphone. Et qui est bon marché aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas très cher, donc c'est pas rentable de passer son temps au téléphone. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a un lien direct entre quelle stratégie je vais établir et quel mode d'acquisition client je vais employer. Et ça, c'est souvent un truc dont vous êtes complètement déconnecté parce que vous jugez la stratégie marketing d'un côté et la stratégie d'entreprise quand on a une de l'autre. Et les deux, c'est un peu comme l'être humain, vous avez l'impression que c'est juste des morceaux disséqués. Une entreprise au même titre qu'un être humain, c'est un tout cohérent. Et donc, votre acquisition client, si vous voulez atteindre 100 000 euros, ne travaillez que 2 heures par jour en direct avec les clients et prospecter avec un temps raisonnable et en vous laissant un délai raisonnable, ça va passer par de la prospection directe, par du démarchage direct. Peut-être par une branche communication, mais si vous n'allez pas chercher le client il va pas venir à vous. Et en plus, si vous voulez gagner rapidement bien votre vie, il va falloir aller le chercher parce que la communication, on est toujours sur une stratégie. Une acquisition de client par communication, c'est 1 an à 18 mois. Il faut une visibilité. La visibilité, ça ne se fait pas en 2 jours. À moins d'avoir le magnétisme de Louise, où elle arrive à capter l'attraction des gens. Non, mais c'est vrai, Louise. C'est un don, c'est une capacité, une compétence que tu as. Tu sais capter rapidement l'intention des gens. Donc, toi, ça a un sens que tu prospectes et que tu communiques. Avec Michael, en termes de communication, c'est pas là où on est les meilleurs. Donc, nous, il y a un sens à ce qu'on mette une communication en place avec une stratégie, chose que nous avons désormais. Ah oui, on s'améliore aussi, on travaille nos faiblesses. Donc, on met une stratégie de communication en place, mais surtout qu'on prospecte. Et à partir du moment où on a des produits à haut rendement, avec des prix élevés, c'est dans ces cas-là où on va les prospecter, parce que la prospection, elle a du sens. Une acquisition rapide et la capacité, vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la capacité de nouer une confiance rapide. La confiance, ça se noue pas par l'écrit, ça se noue par le face-à-face. Et à partir du moment où on veut qu'un client nous signe des contrats à 5 ou 6 chiffres, il faut que cette confiance, elle soit là. Et pour qu'elle soit là, il faut qu'il nous ait en face à face. Il faut qu'il nous voit. Alors après, ça peut être du Zoom, ça peut être du networking, ça peut être du porte-à-porte, peu importe. Mais il faut que votre stratégie d'acquisition, il faut que votre acquisition de client, c'est ce qui va vous faire vivre. Il faut que votre acquisition de clients, elle soit dans la lignée logique de votre stratégie d'entreprise. Bon, après, je vous ai mis des exemples de prospection qui peuvent passer par téléphone et networking, de porte-à-porte. Il y en a d'autres.
Après, à vous d'aller creuser là où vous êtes le mieux, là où vous êtes le plus à l'aise. On a l'un de nos clients, le plus à l'aise pour lui, c'est d'aller dans les réseautages. Bah ok, c'est une autre forme de prospection directe. Moi, je n'ai pas de problème à démarcher sur les réseaux. Même si je n'aime pas ça, c'est pas un souci, la barrière, je la casse facilement. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal en networking. L'avantage de toute cette prospection et ce démarchage direct, c'est qu'on est sur du court terme. Et on est sur du court terme qui est analysable. Parce qu'on a qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Si vous suivez, entre guillemets, votre prospection, bon, moi j'aime bien les tableaux, mais ça c'est chacun comme il veut, vous avez des profils qui vont émerger de vos discussions. Et en fonction des profils qui émergent, vous allez pouvoir vous dire, ok, ça c'est quelqu'un avec qui je suis à l'aise, mais par contre c'est un profil de client qui ne me dit jamais oui. Pourquoi je suis à l'aise avec eux et pourquoi ils ne me disent jamais oui? Qu'est-ce qui fait que ça bloque à un moment donné? Et si vous analysez, si vous faites des rapports, entre guillemets, alors je ne vais pas dire tout le temps, mais quand on a une nouvelle cible ou un nouveau produit, j'annote tous les premiers rendez-vous. Comme ça, je sais qui on a eu. Si c'était un homme, si c'était une femme, si c'était un trentenaire, un quarantenaire, un cinquantenaire. Quel était le background éducatif de cette personne-là? De quel milieu elle était issue? Quels sont les arguments qui font mouche? De quoi elle a priori besoin? De quoi elle a réellement besoin? Parce qu'en général, il t'énonce les a priori, mais pas les réellement. Et tout ça, quand vous le notez, vous avez des profils standards qui vont ressortir. Et à court terme, ça vous permet de peaufiner votre ciblage. De savoir, oui, avec ces gens-là, c'est facile, mais au final, je ne close pas. Donc, c'est pas la peine que j'y aille. Avec eux, c'est plus compliqué. Je suis moins à l'aise avec les appels, mais j'ai des oui, ou j'ai des peut-être et j'ai des retours. Donc, ma cible, elle est peut-être plutôt là. Et tout ça, ça vous permet d'analyser qui est votre cible. Parce que si vous communiquez, vous ne savez pas qui lit. Vous ne savez pas qui est sensible. Il y a des commentaires qui sont faits parfois, qui vont être faits parce que la personne a une affinité avec vous, mais cette personne-là, typiquement, moi, mes posts qui sont beaucoup commentés, ce sont des gens qui ne seront jamais des clients. Parce que majoritairement, dans cette cible-là, ce sont des gens qui commentent parce que ce que j'écris va leur parler, mais va leur parler d'un point de vue personnel et non professionnel. Et donc, tout ça, ça fait que vous n'avez pas de retour. Ou vous vous dites, ah ben j'ai un post qui a bien marché, mais pourquoi personne n'achète? Ben tout simplement parce que les gens qui commentent, qui sont sensibles ou qui comprennent, c'est pas forcément ta cible. Ou ils sont pas forcément concernés par ce que tu dis, mais ils se sentent touchés. Mais pas au point d'aller acheter parce que ça ne fait pas écho à un problème chez eux. Oui. Mais ça, si tu n'as pas de retour, ou si tu ne vas pas chercher le retour, ta communication, elle tombe à plat et tu ne sais pas. Oui. Après, dans la communication, on a 3 grandes tendances aujourd'hui qui se dessinent, et qui sont la constitution de groupes ou de listes. Donc là, les gens s'inscrivent. Moi, j'ai une liste de 1200 personnes. Sur les 1200 personnes, j'ai peut-être eu 2 personnes qui ont acheté quelque chose à 50 €. Mais tu ne sais pas pourquoi ta liste elle s'est constituée, tu ne sais pas pourquoi quand tu communiques toujours plus ou moins de la même manière, pourquoi finalement ça ne marche pas. La deuxième tendance qui va se lier, alors celle-ci elle marche beaucoup mieux, c'est qu'elle est basée sur une stratégie de peur. Donc la communication elle va être basée sur une stratégie soit de peur, soit de frustration. À partir du moment où vous vous basez sur la peur et la frustration, quel type de relation vous nouez derrière avec votre client? Est-ce qu'elle va vraiment être basée sur la confiance ou est-ce qu'elle va être basée sur un désir au final de venir atténuer une peur que vous n'êtes pas capable de calmer vous-même? Ça, après, c'est un choix stratégique que je ne partage absolument pas, mais je sais que ça se fait. Oh oui.
J'ai vu que tu avais posté là-dessus il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment, on m'a appris à communiquer comme ça, en fait. C'est de remuer la douleur du prospect. Et Oui. c'est toujours comme ça que j'ai fait mes posts et que j'ai reçu après des appels en session stratégique, quoi. Oui, après, c'est une façon qui fonctionne, hein, je dis pas le contraire. Les assureurs vendent comme ça. C'est la méthode de vente ancestrale. C'est pas une méthode que je partage. Moi, quand on commence à me parler de peur et de frustration, je fais 3 pas en arrière. Parce que je vais préférer, c'est ce que je disais tout à l'heure, je préfère quelqu'un qui va venir vers moi parce qu'il me connaît ou parce qu'il a commencé à cerner un peu le type de personne que je peux être, hein, plutôt qu'il vienne parce que je vais venir lui parler de ses peurs et de ses frustrations. Donc, j'ai pas envie que les gens viennent me voir parce qu'on les renforce dans ce qui est négatif chez eux. Même si, encore une fois, je suis d'accord, en communication, c'est le moyen le plus direct d'acquérir des gens. Mais Oui, après, j'ai pas. Oui, vas-y. c'est aussi parce que la personne se dit que comme elle connaît ma douleur, elle a aussi la solution. Oui, mais justement, c'est là où j'ai un problème. C'est connaître la douleur et parler de la douleur de l'autre. C'est connaître ta solution, mais pas connaître sa solution. Et quelque part, pour moi, c'est commencer une relation sur un mensonge. Après, encore une fois, c'est une stratégie. On est OK avec ou pas. Moi, c'est pas dans mes valeurs. Non, pas. Mais je trouve qu'on parle pas de la même chose, là. Excuse-moi de t'interrompre, Karidja, mais toi, tu as parlé. Louise. Oui, mais il y avait Karidja qui a commencé à parler. Ah, pardon. C'est pour ça que je voulais simplement rebondir sur ce que. Parce que là, il y en a une qui parle de peur, l'autre qui parle de douleur. Pour moi, c'est pas la même chose. La douleur et le plaisir, ça, c'est ce que je fais aussi, moi, dans ma communication. Je reviens toujours. C'est ce que vous faites dans vos appels. Ah oui, mais même dans la communication. Ouais. Oui, mais dans les appels, si tu veux, j'ai moyen d'amener la personne à commencer à entrevoir sa propre solution. Ah, c'est pour ça. Parce que C'est pour ça que je le fais. Mais tu parles pas de peur. Mais je ne parle pas. Non, je parle ni de peur ni de frustration. Parce que là, c'est marqué stratégie. Ça a marqué stratégie ou peur, mais c'est la stratégie de faire. C'est ce qu'on appelle en anglais le scarcity, le fait de dire. C'était la stratégie de la peur. Je ne sais pas pourquoi ça s'est devenu où. Ouais. Et c'est vrai que bien souvent, les gens te disent, de la peur. Je prends pas tout le monde, je travaille pas tout le monde. Si t'es pas à la hauteur, on va te faire foutre. Et c'est pour moi, ça c'est de la peur. Par contre, d'aller dire voilà, ta douleur en ce moment, c'est que tu gagnes pas d'argent, ton chiffre d'affaires n'est pas suffisamment haut pour que tu puisses en vivre. Tu sais pas trop quoi faire, donc c'est pas clair, tout ça. Ça, c'est des douleurs que nous, on a dans notre groupe cible, et c'est là-dessus qu'on vient titiller aussi dans la communication. Par contre, pour moi, ça, c'est pas la peur. La peur, ce serait de dire, si tu continues tout seul, tu n'y arriveras jamais. C'est ça. Moi, c'est plus cette communication-là que je vais décrier. C'est voilà. Si aujourd'hui, tu passes pas à l'action, tu vas mourir. Bah, demain, tu n'auras pas ta Rolex, et si tu n'as pas ta Rolex, bah, tu seras une merde. Voilà. Et ça, c'est la communication. Alors, certes, elle marche, mais c'est la communication. C'est une communication où moi, je ne me retrouve pas. Après, la douleur, moi, j'appuie souvent beaucoup trop sur la douleur, même dans mes textes. Mais non. Parce que je veux que la personne, si elle se sent concernée, je veux qu'elle avance vers elle avec sa solution. Geoffrey, tu voulais dire ? Oui, ce type de communication avec la peur, voire même la culpabilité, c'est typiquement ce qui est utilisé en marketing de réseau, où on essaie de te bourrer le crâne avec t'es dans le salariat, t'es une pauvre merde. C'est ça. Il faut que tu utilises un système révolutionnaire qui est utilisé depuis la nuit des temps, le marketing de réseau, des trucs comme ça, où vraiment... Bah, tu sais, je vais dire, regarde le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street, c'est pas un truc inventé, ça a été vraiment tiré de l'histoire du loup de Wall Street. Et c'est vrai qu'il y a toujours ces marche ou crève. Ouais. Et comment ça, tu peux pas ? Oh, t'es une brêle, tu fais pas partie du truc. Et moi, j'ai connu ça dans le foot, j'ai connu ça dans pas mal de sports, et même à l'armée, avec certains collègues. C'était, oh, bah, t'arrives pas à faire les 20 km à pied, oh, t'arrives pas à faire ceci, t'arrives pas à faire cela. Non, mais par contre, j'arrive à faire ceci, cela, que toi, t'es même pas capable de faire. Tu vois ? Mais bien souvent, ce sont des gens qui, en tout cas, c'est mon point de vue, qui ne sont pas bien dans leur peau. Et reflètent finalement leurs problèmes sur les autres en disant « Ah bah si tu n'es pas capable de le faire, tu es un nul. Ah bah si tu ne veux pas travailler avec moi, tu n'y arriveras pas. Parce que moi j'ai la solution, mais le reste, voilà. » Et c'est encore des gens qui vont même plus loin.
Parce que quand on parle de ce genre de choses, on a des noms bien concrets en tête, Patricia. Bon, on ne va pas les nommer, mais on sait très bien de qui on parle. On sait à peu près de qui vous parle. Voilà. Et c'est des gens qui finalement vont venir, qui vont venir concrètement aller tu vois, ça tellement loin au niveau de leur peur, qu'ils vont assurer auprès de personnes en disant que toi, de toute manière, tu n'arriveras pas à travailler avec ces gens-là. Par contre, avec moi, tu pourras réussir. Parce que moi, j'ai la solution et eux ne l'ont pas. Donc, ça va tellement loin, tu te dis, mais putain, mais ça n'a plus rien à voir avec de la peur. C'est carrément ses peurs à la personne qu'elle met en avant. Et puis, la deuxième stratégie qu'on a qui est dans le même biais, c'est la stratégie de la frustration. Ouais. C'est-à-dire que regarde ce que j'ai, je te montre ce que j'ai et je t'explique que si tu n'as pas, c'est parce que tu n'es pas. Sauf que moi d'avoir, on va reparler de la Porsche puisque ça a été la marque à la mode ces derniers temps, mais moi d'avoir une Porsche, ça me produit aucun effet. Comme je vous ai dit l'autre fois, par contre d'acheter un appart, ça me fait faire des bonds comme un petit lapin. Voilà. C'est donc, si tu veux, la stratégie de la frustration, elle va t'attirer un type de clientèle qui ne va pas forcément. Tu vas être la personne idéale pour cette clientèle, mais tu ne vas pas être. Ça ne va pas nécessairement être ta clientèle idéale. Ça, Patricia, c'est exactement ce que disait Geoffrey. Hein. C'est la technique j'allais dire du MMA, c'est autre chose. Du MLM. Du MLM, parce que finalement, l'effet de marketing de réseau, c'est que dans la structure, on le voit ici, hein, donc ça, c'est une structure. L'élément que tu as en haut, en général, c'est comme ça que ça a été créé, les années 60 aux États-Unis. On l'a vu avec Avon, on l'a vu avec pas mal de marques de one-shot, donc ils font du porte-à-porte. Et à l'époque, ils montraient énormément comment ils vivaient. Comment ? Il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque. Ils invitaient chez eux, d'ailleurs ça on le voit dans le Loup de Wall Street, tout ça, donc ils arrivent chez eux, ils font des grosses soirées, des grosses parties, et finalement, ils montrent ce qu'ils ont. Comme ça, ils foutent la haine. Et en mettant la haine, dans le sens que, lui il a, il n'a pas. Ou alors, bien souvent, ces gens-là se disent, ouais, mais ça va motiver. Et la personne qui adhère finalement à ce genre de coach, à ce genre d'accompagnant, de consultant, ou quoi qu'il soit, marketeur, sont des gens qui finalement s'identifient. Et c'est ça que dit Patricia toujours, ces gens-là n'achètent pas ton résultat, ils achètent ta vie. Et c'est pour ça qu'en leur montrant la Porsche, ça fout la haine à la personne en dessous et ils s'imaginent que ça peut motiver la personne. Alors que finalement, oui, tu aimes peut-être la Porsche et ça te motive, mais c'est pas pour autant que ça va te motiver à bosser en te rabaissant, en étant rabaissé. Et c'est l'effet du MLM d'aller dire, si tu continues comme ça, tu n'auras pas ta Porsche. Hein. Là, si vous voulez, tu n'auras pas de chocolat. Attends, on va avoir une acquisition de clients qui va se faire par réaction. Donc créer des sectes. Et là, c'est ça. Et là, comme pour le marché, de toute façon, tout ce qui va se générer en réaction n'est jamais du long terme. Le long terme, il va se baser sur de la création, il ne se base jamais sur de la réaction. Et une acquisition de clients qui passe par la peur ou par la frustration, c'est une acquisition d'un client one-shot. Et comme on vous le dit, et répète et répéterai encore avec Michael, c'est une acquisition de client, elle doit être à long terme. C'est-à-dire que votre client à qui vous vendez un truc à 200 €, faut que derrière les 200 € lui donne la satisfaction de pouvoir se dire je vais en investir 5 000 et les 5 000 je vais en investir 20 000 et les 20 000 je vais en investir 100 000. Là, votre acquisition de client, à chaque fois qu'il réachète quelque chose, vous réduisez votre coût d'acquisition de client. Parce que même des clients qui rentrent dans des flux de tunnels automatiques, ils ont un coût d'acquisition. Et ils n'ont pas uniquement le coût d'acquisition du clic Facebook. Ils ont le coût d'acquisition du moment où vous avez commencé à communiquer jusqu'au moment où ils vont faire le premier achat. Combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez écrit votre premier post et le moment où il a fait son premier achat? Donc ce client-là, si vous avez mis pour qu'il achète un produit à 200 €, si vous avez mis 6 mois, ce client-là, vous avez tout intérêt à le rentabiliser en arrivant à lui refourguer un produit à 500, à 5000, à 20 000 et à 100 000. Parce que sinon, il vous aura coûté plus cher que ce qu'il aura acheté. Que ce qu'il aura rapporté. Ouais, que ce qu'il aura rapporté.
Mais je crois que j'avais, en lisant la dernière ligne, au final, je me suis dit que non, c'était stratégie ou peur. C'était pourquoi les gens communiquent. Je crois que c'était ça. Je me suis égarée dans mon diagramme. Pourquoi les gens communiquent aussi souvent la communication, c'est un non-choix. C'est-à-dire que les gens vont communiquer parce qu'ils ont peur de décrocher le téléphone ou qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour aller décrocher en prospection directe. C'est un peu doigt mouillé, quoi. C'est pas le doigt mouillé, c'est plus j'ai une peur. C'est un échappatoire. C'est un échappatoire. Plus que le doigt mouillé, là en l'occurrence, c'est un échappatoire, c'est ne pas aller se confronter à ses peurs. C'est ne pas aller se confronter à son marché et à la potentialité que ce marché te dise non. Ce qui est marrant, c'est que ce sont exactement les mêmes personnes qui disaient auparavant, dont on parlait tout à l'heure, regarde ma belle Porsche, regarde ceci, regarde cela. Soit, il y a différentes manières d'acquérir des clients. Là n'est pas la question. Par contre, d'aller dire au client, tu n'es pas obligé d'avoir un contact téléphonique ou un contact avec ton client pour lui vendre quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas pour tous les produits. Tu ne peux pas vendre un produit à plusieurs milliers d'euros, et tu sais très bien, Geoffrey, de par ton passé au niveau formation et par ton expérience, qu'il y a des choses à partir d'un certain prix, tu as besoin d'un rapport avec le client. Le client, il n'est pas con, il veut, on est tous consommateurs. Si tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, tu ne vas pas investir. Si tu ne sais pas qui tu as à faire, tu n'investis pas. Ou tu ne fais pas l'achat. Et c'est exactement la même chose à ce niveau-là, de dire, tu n'as pas besoin de téléphoner, tu n'as pas besoin d'avoir de contact, tu n'as pas besoin de te montrer ta face. Attends, on n'est pas venu faire un truc, c'est pas les bisounours, quoi. C'est pas Casimir, quoi. Tout ça, c'est un monde réel, c'est un monde dur. Ça pas pour autant qu'il faut avoir peur, mais ces gens-là ont des peurs et n'osent pas les passer. Je sais que moi, j'ai eu des peurs par rapport à certains appels. Pourquoi ? Parce que je me retrouvais souvent face à des gens qui... j'avais la tendance bien souvent d'aller taper là où je me voyais chez les gens. Donc c'est sûr que finalement, surtout chez les bonhommes, tu as vite fait d'avoir un combat de coq. Et c'est ce que tu vois entre les coachs à l'heure actuelle quand on réfléchit. C'est toujours un combat de coq. Et c'est typiquement masculin d'aller dire qui c'est qui est la plus grande. Et c'est justement dans ce milieu-là qu'il ne faut surtout pas rentrer. Et c'est pour ça qu'on vous conseille toujours, Patricia et moi, de réfléchir à votre communication et à votre ciblage. Est-ce que vous voulez vraiment aller là où vous vous sentez le plus à l'aise ou là où vous avez le plus de peur? Parce que là où vous êtes le plus à l'aise, c'est là où il y a aussi le plus de monde. Parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule à être le plus à l'aise. Et de l'autre côté, là où il y a les peurs, eh bien, c'est là où il y a le moins de monde. Parce que la plupart des gens ont les mêmes peurs. Et la prospection à froid, c'est vrai que la première fois que Patricia a amené cette thématique-là, je dis « Ouais, mais attends, tu veux les faire fuir ou quoi ?» Non, parce que c'est le seul et unique moyen qui finalement va nous permettre, à moyen terme, de faire comprendre et de faire réussir nos clients. Ce qui est le cas. D'un autre côté, imaginez ce que vous a dit Patricia tout à l'heure pendant la pause. Si demain, tout stoppe, la communication téléphonique sera toujours là. Enfin, du moins, je l'espère. Et la communication téléphonique, le rapport direct, une chose qu'on a perdue avec le temps. Comme je disais tout ce matin, fut un temps, on était obligé de se déplacer. Il n'y avait pas le téléphone portable. Et il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas WhatsApp et tout ça, quoi. Et finalement, on est obligé de communiquer directement. Et la communication directe reste pour moi le moyen le plus humain, le plus éthique pour finalement être à l'écoute de la personne. Et ce n'est pas en étant à l'écoute, en ayant 10 personnes en même temps sur Messenger, qu'on pourra finalement être à l'écoute. Pour moi, ça revient un petit peu à ces sociétés back-office où il y a 30, 40, 50 mails qui arrivent d'un coup et je les gère les uns derrière les autres. Où est la qualité que vous apportez à votre client par rapport à ça? Votre client potentiel, je veux dire. Ce n'est pas le fait de lui amener la solution sur un plateau. C'est le fait d'être à l'écoute. Et pour moi, être à l'écoute, c'est être présent à 100%. C'est lui prendre du temps. Par contre, ça n'a pas de sens si vous avez un produit à 200 €. Et ça a plus de sens si vous êtes dans du high ticket, par exemple. Donc un produit de qualité et à haut prix. Et au prix, c'est relatif. Ce qui est cher pour vous n'est peut-être pas pour le voisin ou pour la voisine. Mais par contre, il faut être sur sa communication en clair sur à qui je m'adresse, comment je m'adresse à eux. Et surtout, c'est ce qu'on disait ce matin, quelles sont leurs douleurs et leurs plaisirs. De là où ils veulent s'éloigner et là où ils veulent aller. Et là, je suis tout à fait d'accord que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Par contre, aller agir avec la peur, au niveau de la communication. D'ailleurs, ces gens-là, ils sont sur du frugal. Ils veulent faire des trucs rapidement pour faire beaucoup d'argent et des tas de vues. De l'opportunité, tout à fait. Voilà. Et c'est marrant parce que la plupart des gens qui ont fait ça sont des gens qui quittent très vite le coaching, qui quittent très vite l'accompagnement et qui font d'autres choses. Parce que pour eux, ce n'est pas une fin en soi.
Mais quand on connaît le marathon, quand on connaît le sport extrême, ou alors les situations militaires, quand on a des marches de je ne sais pas combien de kilomètres, ben on ne court pas dès le départ. Et on n'y va pas comme une frivole, quoi. On réfléchit stratégiquement par là. Et on y va étape par étape. Et on n'y va pas comme un bourrin, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc les femmes, c'est pareil, les hommes, c'est pareil. Il n'y a pas comme un bourrin, quoi. Ben dans la relation commerciale et de communication, c'est exactement la même chose. Alors que beaucoup le font. D'où cette scarcity, cette pression de peur. Sans moi, tu n'y arriveras jamais à rien. Mais combien de fois on l'a lu avec Patricia? Combien de fois on s'est léché les babines de lire les textes de certains et se dire, bien pour lui qu'il réussisse, ou bien pour elle qu'elle réussisse, tant mieux. On est loin d'être dans cette mentalité de dire, enfoiré, pourquoi tu réussis? Non. On souhaite à chacun de réussir, à chacune. Par contre, le but, c'est d'arriver. Et je dis toujours d'arriver à ses fins, à sa vision. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas un 100 mètres. C'est comme le lapin, c'est comme le lièvre et la tortue. Ou c'est comme le 100 mètres ou le marathon. Le business, c'est un marathon. Donc ces gens-là, laissez-les courir. S'ils veulent courir, faire des erreurs, laissez-leur faire des erreurs. Mais ne faites pas la même chose. Mais pour revenir à ça, votre communication, si c'est par peur, si vous communiquez parce que vous ne voulez pas prospecter, à un moment donné, ça va bloquer. Ça, c'est une certitude. Et la plupart des entreprises qui se cassent la gueule, c'est parce que les gens ne prospectent pas. Si vous vendez, et notamment dans le coaching, si vous vendez de l'humain sans accepter de vous mettre en contact avec un humain, mais en contact direct, ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, votre communication, il faut savoir quelle stratégie vous mettez derrière. Tout à l'heure, en blaguant, je disais, on a enfin une stratégie de communication qui veut qu'on va uniformiser avec Michael ce que l'on publie de part et d'autre. Parce que pour l'instant, chacun publiait un peu ce qu'il avait envie de publier. Il y a une chose qui ne va pas changer néanmoins, c'est que quand je m'exprime, je vais continuer à m'exprimer en fonction de qui je suis. Et non pas en fonction de ce que j'attends client en face. C'est-à-dire que quand j'écris, et ça c'est clair pour Michael, c'est clair depuis le démarrage, donc c'est un élément dont on tient compte dans notre stratégie, quand je communique, c'est pas que j'ai un truc à vous dire. C'est que j'ai envie de me faire plaisir et d'écrire. Et en vous faisant plaisir en écrivant, de vous dire, ok, voilà la personne potentiellement avec qui vous pouvez travailler. Mais ma communication, quand j'écris, n'a absolument pas le but de séduire quiconque qui pourrait se reconnaître dedans, ni de déclencher des ventes. Alors, ça en déclenche forcément. Mais le but premier, moi, mon intention quand j'écris, c'est que les gens sachent avec qui ils vont travailler. Pas qu'ils comprennent que j'ai compris leur douleur. Ça, je sais le faire en ligne. Je sais le faire en direct. Après, c'est ça, soyez au clair. Et pourquoi vous faites ce choix du long terme? Est-ce que c'est parce que on a une cliente par exemple qui vend un produit, le temps, elle a communiqué, Sloan a été dans ce cas-là, elle a communiqué sur sa marque le temps que le produit arrive à maturité, le temps que la collection soit prête. Et là, ça a un sens, parce qu'elle n'a rien à vendre, mais elle prépare son audience à ce qu'elle va lui amener. Et là, il y a un sens stratégique à choisir, à faire le choix d'une communication à long terme. Par contre, à partir du moment où on vend un service, où ce service, donc où notre offre est claire, où notre cible est claire, la communication n'est pas notre lien n'est pas notre canal d'approvisionnement en client favori. C'est pas le plus rapide. Vous avez une offre, l'offre, elle se vend par prospection directe. Ou si c'est un produit du type atelier, ça va se vendre soit au bouche à oreille, soit par des liens sponsorisés, ce que peut-être plus tard on dira anciennement Facebook. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sponsorise? Qu'est-ce qui a lieu d'être sponsorisé? Est-ce qu'on vend plus facilement un coaching en le sponsorisant ou est-ce qu'on va vendre plus facilement un atelier en le sponsorisant? Si vous voulez passer par des voies de communication, quelles sont les voies les plus directes? La communication, de toute façon, requiert, on va dire, d'acquérir une audience petit à petit. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être quelque chose de rapide. Après, dans les communications qui vous coûtent rien, il y a toute la constitution des groupes à qui il va falloir que vous apportiez de la valeur. Et ça prend du temps. La constitution d'un tunnel de vente ou la constitution et le maintien d'un groupe, par exemple, sur Facebook, ça prend un temps fou. C'est du gratuit qui n'est pas gratuit. C'est du gratuit qui vous coûte du temps. Et encore une fois,
on va revenir à ce qu'on avait vu sur la loi de l'attraction. Pourquoi je donne? Si je donne dans l'espoir de recevoir, on oublie. Dans une communication, tu vas balancer une douleur qui est généralement généraliste. Et elle va parler à des gens qui s'arrêtent sur leur mal-être, mais pas sur des solutions. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que vous êtes le coach ou le fournisseur, le prestataire idéal pour ces gens-là, mais qui ne sont pas vos clients idéaux. Parce que ces gens-là, ils cherchent un problème. Ils cherchent quelqu'un qui a compris le problème. Mais là, Karidja ne va pas me contrarier parce qu'on en a parlé, me contredire parce qu'on en a parlé hier. Mais ces gens-là sont venus à vous pour que vous entreteniez le problème, pas pour que vous le régliez. Les gens qui viennent à vous par le biais de la communication, ils ne viennent pas régler un problème. Ils ne viennent pas se dire « il m'a compris ». Ils viennent se dire « ah, elle a compris ma douleur ». Et le sous-entendu, c'est pas « il a la solution ». C'est « on va pouvoir en parler ». Je vais enfin pour... Hein? Je suis entièrement d'accord. Comme tu dis, entretenir le triangle de la merde, Oui. là. Une douleur C'est présente. ça. On va pouvoir. Et la communication, majoritairement, elle vous amène ça. Tout à fait. Elle vous amène ce genre de profil de gens qui veulent pouvoir parler de leur douleur à quelqu'un, puisqu'elle l'écrit, qui a compris ma douleur. Mais je ne veux pas la régler. Tout à Je fait. veux parler de ma douleur. Je veux me plaindre. Je veux pouvoir Et me c'est pour plaindre. ça que la prospection va t'imposer de laisser tomber ce que tu connais de la douleur pour écouter l'autre et dire « Ok, il l'a pas compris, il l'a pas cerné, c'est pas ce dont il veut parler. Il cherche une solution. » Non. On a eu un appel mercredi. J'ai à un moment donné mis le doigt dans un bout d'engrenage et j'ai senti que ça faisait mal. On avait parlé de structuration, on avait parlé de business, on avait parlé de développement du business. Et à un moment donné, j'ai mis le doigt sur un truc. Et j'ai ajouté derrière, ah, mais quand je travaillais dans telle société, j'étais en contact avec l'acheteuse de telle société. Parce que j'ai compris que sa douleur, elle était là. Comment je passe la barrière pour venir m'implanter à tel endroit? Mais c'est parce que je l'ai écouté, c'est parce que j'ai compris ce qu'il y avait derrière. Et je suis capable de dire, ok, donc la douleur, elle est là, et le bout de solution, il est là. Et ça, c'est ton job quand tu prospectes. Et c'est pas évident. Parce que ça implique que tu écoutes l'autre et que tu trouves sa douleur avec ses mots. Et la solution qui est acceptable. Dans le même cas de figure, on a déjà eu des clients qui ne voulaient pas avoir qu'on leur amène un carnet d'adresses, mais qui voulaient la solution pour arriver à passer par-dessus leur peur pour aller chercher ce truc-là. Là, le prospect, en l'occurrence, elle veut que ça aille vite. Donc, elle veut une solution. Si je peux lui donner la clé de la porte, ah, c'est génial, j'ai plus qu'à ouvrir la porte. Mais là, on a est à d'autres. l'étape. On est à l'étape de prospection téléphonique. Voilà, là, on est à l'étape de l'appel, mais en amont, le premier contact par message à froid. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes pour, à m'accorder? Ouais, c'est toujours là. C'est toujours là. Ça n'a pas changé. Alors. Ben non, je n'ai pas changé. Mais Ça même, marche toujours pareil. même si aujourd'hui, ma problématique, elle est beaucoup plus ciblée, je vais rester très succincte par message pour inviter à l'appel. Et après, Plus durant tu l'appel, vas en dire, plus tu vas donner des excuses à l'autre pour ne pas engager l'appel. Il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui sait où est ton problème. Tu te rends compte de cette violation de l'intimité? Même si tu as la solution. Ouais. Mais putain, qui elle est pour arriver et oser arriver chez moi et me dire j'ai la solution à votre problème, même si c'est le truc qui te fait... T'as ta réaction égotique qui te dit mais c'est qui ce code? Qu'est-ce qu'elle vient m'enquiquiner? Mais c'est même marrant parce que tu vois, hier on avait un rendez-vous, bon, qui s'est pas fait parce que la personne avait un impératif. Et il me dit hier soir à 23h, donc après m'avoir dit de me demander de reporter l'appel, il me dit hier soir à 23h, mais au fait, je sais même pas pourquoi on doit s'appeler. Il lui a fallu, le rendez-vous est pris depuis une semaine,
Il a été décalé à lundi et le mec il percute à 23. Mais au fait, pourquoi on s'appelle? Mais du coup, là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu réponds? Ben, je réponds un truc tout bête. Hier, je lui ai dit, vous souhaitez qu'on annule? Il m'a répondu non, donc il sait toujours pas pourquoi je l'appelais, mais il m'a dit oui. Consciemment, il ne sait pas. Oui, voilà. Oui, consciemment, il ne sait pas, consciemment. Ouais. Mais Il ne ouais, se l'avoue pas, quoi. C'est une question d'honnêteté envers soi-même. ouais. Parce qu'un truc qui te fait pas kiffer, tu le fais pas, quoi. Je veux dire, on a tous le temps. Voilà, on ne dépense pas notre temps comme ça. Donc, si quelqu'un te dit oui, Louise, c'est qu'il a besoin de parler avec toi. Et comme disait tout à l'heure Karidja, ça peut être quelqu'un qui veut simplement entretenir et nourrir son problème. Donc, un peu comme la psy. Mais parce qu'en fait, ouais. Au début, j'avais plein d'appels et je disais jamais la raison de l'appel. Mais au final, il s'avérait que les appels étaient mal ciblés. Mais maintenant, comme je connais ma problématique, mon produit, que je sais quelle solution je vais apporter, du coup, par message, je donne plus de détails. Et peut-être que c'est là, en fait, que ça bloque. Je ne mettrai pas de détails. Moi, tu m'en dis. On a des fois des situations avec Patricia où elle me disait aussi, où je lui disais, finalement, on dit que c'est un appel, ça peut être un appel commercial, quoi, un appel de prospection. Mais donc, comment je peux savoir si l'appel est ciblé si on n'en a même pas parlé en amont avec le client? Non, mais ça c'est ton travail que tu fais. Tu nous as dit tout à l'heure, je ressens qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas dire quoi, mais il y a quelque chose qui me dérange. Patricia, c'est pareil. Elle voit des gens, et c'est ça qui nous aide énormément, c'est qu'il y a des choses où elle dit ah. Mais par contre, on n'y va jamais avec il y a ça ou il y a ça. En fait, je vois où je bloque. C'est qu'en fait, j'ai enlevé l'intuition sur cette partie-là. Et c'est ça qui fait que les gens ne viennent pas en appel. Mais il faut que je refasse comme avant. En fait, je faisais bien, mais je faisais trop en automatique. Mais maintenant, je vois. Ah bah si tu leur dis, t'imagines-nous si je leur dis, Patricia, vous en foutez tellement plein la gueule que vous allez pratiquement penser, pas vous suicider, mais vous allez arrêter le chocolat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Si tu leur dis ça, marmotte, attends, à moins que les gens ils aiment la douleur, mais personne n'aime la douleur, quoi. Par contre, sur le fait accompli, et c'est ça le but, le mécanisme et la magie du truc. Bon, c'est un processus, c'est pas de la magie. Mais finalement, quand tu connais pas le processus, tu te dis putain, mais comment elle fait? Bon, au départ, je dis mais qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Et tout à l'heure, Patricia disait, et c'est pour ça ce que je voulais dire tout à l'heure quand je l'ai interrompu, ils n'ont pas toutes les deux la même douleur. Quand on entend ce qu'a dit Patricia après, oui, ça a du sens. Parce que comme elle disait tout à l'heure, si tu arrives avec la solitude, la problématique, finalement, même si à la fin, c'est la solitude dans les deux cas, mais ce ne sera pas le même paradigme. Tu vois ce que je veux dire? Ce ne sera pas la même expression de la solitude. Ouais, la même interprétation de la solitude. Chacun a son interprétation à soi. Il y en a qui sont seuls dans un groupe de 15 où c'est la Java toute la nuit, quoi. C'est ça. Que c'est des gens qui ne kiffent pas, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Au boulot, c'est ça la plupart des gens. Pourquoi ils pètent les plombs? C'est parce qu'ils s'obligent à accepter ces gens-là, alors que c'est des gros cons, des grosses connes. Et dans la vie, c'est pareil. Des fois, tu as un compagnon, tu as une compagne de vie où tu te dis, putain, mais comment elle peut être conne, comment elle peut être con? Et là, quand j'ai des gens, des amis, des potes et tout ça qui me disent, ah, putain, mais elle me prend la tête, je dis, mais qu'est-ce que tu fais encore avec elle? Pourquoi tu lui fais autant de mal? Et pourquoi tu te fais autant de mal? Si ça passe pas, ça passe pas. Si vous bossez pas là-dessus, oublie, quoi. Et au niveau des clients, c'est la même chose, Louise. Si tu sens qu'il y a quelque chose, bah, va creuser, mais ne creuse pas déjà dans le message. Autrement, tu dis à la personne, je vais te faire du mal, toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme un escargot quand tu appuies sur les antennes. Ça rentre. Et dans la coquille. Surtout si c'est les timides. Hein. T'es une petite perverse, toi, quand même. Hein, tu vas... En fait, depuis le début, je pense que j'ai trouvé... Je pense que c'est les bonnes personnes, mais c'est juste que je suis allée trop vite. Je suis trop allée dans le message, en fait. Trop bourrin. Ouais. C'est là où tu as toute cette magie de pouvoir amener l'autre en appel sans même qu'il sache pourquoi. Il le sait, inconsciemment, il le sait. Mais comme tu n'as pas développé le truc, il arrive toujours à se mentir en disant mais non, elle va me parler d'autre chose. Ouais, non, je vois de quoi tu veux dire. Mais c'était pareil au début, quand j'avais mes 15 appels par semaine sur LinkedIn, c'était exactement ça. Après, j'avais pas le produit, mais ouais. Tu avais des appels. Ok. Oui, voilà, j'avais des appels, mais j'avais pas de produit. Je me rappelle, j'ai 10 appels cette semaine. On était là, Patricia et moi. Putain, 10 appels, des cartonnes. Ouais, mais bon, c'est juste pour avoir des gens au téléphone. T'aurais pu travailler pour France Télécom, quoi.
Bon, est-ce que c'est clair pour vous, du coup, sur l'acquisition de clients? Oui. C'est tout bon? Oui, oui, oui.